Alors, je vais juste vérifier qu'on me voit bien. Ok, super. Oui, ta photo, on la voit très bien. Ma photo, on la voit Tu très veux bien. peut-être Non, genre c'est- comme ça, tu vois, que tout le monde voit. Ah, mais du coup, Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'enregistre enfin, je m'enregistre moi aussi là en bas à droite. Je sais pas si ah tu oui, vois. d'accord. Ok, Donc, pardon. en fait, ce qu'on va voir, c'est globalement les slides, et puis un petit peu moi aussi, mais Ok. c'est pas ce qui est le plus important. Donc bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce matin. Je sais que c'est pas évident, c'est un nouvel horaire, le matin. Mais en tout cas, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes agiles et ce que c'est, et d'une méthode en particulier qui s'appelle la méthode Scrum. Donc cet atelier workshop est ouvert à tout le monde. Donc euh, n'hésitez pas à vous asseoir ou à prendre un petit morceau de galette. Alors moi déjà en quelques mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shane Martinez, je suis entrepreneur, j'ai monté deux startups, une qui s'appelle Zine et l'autre qui s'appelle Close More Deals. C'est des logiciels SaaS B2B, et j'ai une activité de consultant en growth hacking, et donc c'est dans ce cadre-là et dans l'élaboration de deux produits complexes que j'ai eu l'occasion de pratiquer le développement de produits agiles, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pourquoi ça sert de faire de l'agile? Le premier point, c'est que dans le monde des startups et dans celui de l'innovation de façon assez large, on utilise une méthodologie dont je vais pas vous parler aujourd'hui. C'est pas une méthodologie, c'est une philosophie. Ça s'appelle le Lean. Et dans cette philosophie-là, on essaye de construire des produits, des projets, de mettre en place des choses qui servent à quelque chose, qui ne sont pas inutiles. Et, euh, et, et donc, on essaye, à partir d'une idée, d'un besoin client, de générer un site web, un produit, un salon, une formation, un concert, n'importe quoi. Et une fois qu'on a créé ce produit-là, on essaye de mesurer ses effets. Est-ce que mon site internet sert vraiment à quelque chose? Est-ce que mon événement a atteint ses objectifs? Est-ce que mon produit qui est censé simplifier la vie des commerciaux leur simplifie vraiment la vie, etc., etc. Et à partir de ces informations-là, on va prendre une décision. Donc, par exemple, pour le prochain concert, ou pour la prochaine fonctionnalité, ou pour la V2 du site internet, on va essayer d'améliorer les choses et d'avoir une nouvelle idée pour ce qu'on appelle l'itération, la version suivante. Et on va essayer de faire ça avec des cycles les plus courts possibles. Donc, c'est l'inverse de partir sur des projets d'1 an ou 2 ans ou très très longs, et de se dire à la fin, finalement, c'était pas terrible. Ou finalement, tout le monde s'en fout. Ou finalement, j'ai fait un super truc, mais qui sert à personne. Dans cette approche, dans cette philosophie Lean, moi, je vais vous parler de la partie build, donc de la partie exécution de l'idée. Donc, comment je vais produire quelque chose, et comment, à partir d'une idée, je vais en faire quelque chose de très concret, un projet concret. Et donc, les méthodologies agiles, finalement, elles s'incluent dans cette partie-là du Lean qui est la partie exécution, production. Production pour un client, production d'un film, production d'à peu près n'importe quoi. On est vraiment dans la gestion de projet au sens très large, même si vous verrez, ces projets-là, ils étaient souvent et au début informatiques. Alors, la première chose qu'il faut savoir sur les méthodologies agiles, par rapport à d'autres méthodologies de gestion de projet, donc je vous en parlerai. Donc, en général, on compare ça aux méthodes de projet en cycle en V. Alors, si on veut dire, de façon un peu schématique, un projet classique en V, c'est un projet où
Ça va être plutôt une course de relais. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver qu'une personne arrive le premier et on va se passer un relais d'intervenant en intervenant. Et bien sûr, si on a un qui se casse la gueule, tout le projet s'écroule. Donc ça, ce type de projet-là on en a tous fait. C'est le projet qui est par étapes, et ces étapes-là, chaque étape est nécessaire à l'étape suivante. Et on va attendre à chaque fois qu'une des étapes soit finie pour passer à l'étape d'après, et ainsi de suite. Donc cette méthodologie-là en V ou en relais, c'est ce que font en général la plupart des gens. Je vous donne un exemple très concret. J'ai un site internet à faire pour un client. Avant de faire le site internet, il faut spécifier ce qu'il y aura dans le site. Une fois que j'ai spécifié ce qu'il y aura dans le site, il faut que je le fasse valider par le client. Une fois que le client a validé ce qu'il y aura dans le site, il faut que je commence à faire la charte graphique, puis ensuite l'intégration, puis ensuite faut que je rentre le contenu. Et une fois que j'aurai rentré le contenu, je vais refaire valider à ce moment-là par le client, et etc., jusqu'à la mise en production du site. Bien sûr, s'il y a une de ces étapes-là qui saute, rien ne se passe. Le site ne sort jamais. La méthode agile, en fait, elle est différente. C'est plutôt du sprint, dans le sens on essaye d'aller très vite sur un laps de temps très court, et on essaye plutôt on est plutôt au rugby. C'est-à-dire qu'on va essayer par équipe, en mode mêlée. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du rugby ici. Non. Du rugby. Donc on est plutôt en mode mêlée, et l'objectif, c'est vraiment tous ensemble d'aller dans la même direction, même si c'est pas forcément c'est vraiment une philosophie qui est différente de la course de relais. Alors pourquoi c'est utile de faire du Scrum plutôt que de rester avec sa méthodologie classique? La première raison, c'est que il y a beaucoup de projets qui échouent. Quand je dis des projets qui échouent, c'est-à-dire il y a des projets il y a 4% des projets qui sont jamais livrés. Voilà, c'est-à-dire ils arrivent jamais à bout, ils arrivent jamais au bout. Alors vous, peut-être c'est pas votre cas, parce que il y a beaucoup de freelance ici, et si vous voulez être payé à la fin, intérêt à ce que le client ait quelque chose. Mais on verra qu'un projet, il peut échouer même s'il a été livré. Voilà, pour plein de raisons différentes. 44% des projets sont livrés, mais respectent pas l'engagement. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas vraiment ce que le client avait commandé. Et 32% des projets, il y a que 32% au final de projets qui respectent l'engagement. Donc c'est vraiment la portion congrue de la réalisation de pas mal de choses au niveau business qui échoue. Alors il faut voir que l'échec, il n'est pas forcément que pour votre client, il peut être pour vous. Si vous avez livré votre projet en temps et en heure, mais que au final vous avez passé 3 fois plus de temps, il y a un désengagement qui est pas réalisé. C'est pas l'engagement vis-à-vis de votre client. Votre client, il va être content, il aura eu ce qu'il voulait, mais vous avez perdu de l'argent. Voilà. Ou en tout cas, c'est pas ce qui était fixé, c'est pas les objectifs que vous étiez fixés en termes de coût de réalisation pour vous ou pour l'un de vos partenaires. Alors pourquoi les projets échouent? Alors 13%, c'est les exigences du client qui sont incomplètes, c'est-à-dire globalement, il vous a pas très clairement dit ce qu'il voulait au début, ce qui est normal. C'est un client, il sait pas forcément ce qu'il achète. Vous savez mieux que lui, mais vous êtes pas client. Le manque d'informations utilisateurs, donc ça ces slides-là sont plutôt pour des gestions de produits, mais globalement dans les différents facteurs d'échec, moi celui que je retiens, c'est le manque de ressources. Alors comme ils appellent ça, instabilité des exigences et des spécifications, c'est-à-dire que les exigences
exigences du client et les spécifications changent au cours du produit, au cours du projet. Et donc forcément, au final, même si c'était à un moment il a voulu quelque chose au début, pendant le projet ça a évolué et puis au final, ça ne le satisfait pas parce que vous lui avez livré ce qu'il voulait au début, ce qui a été vendu, mais lui ses besoins ont changé pendant le projet et donc du coup il est insatisfait. Alors que vous vous avez toutes les raisons d'être content parce que finalement vous avez produit ce que lui a acheté. Les facteurs de réussite des projets, donc c'est l'implication des utilisateurs, des clients, soutien du management. Bon, ça c'est dans les sociétés un peu plus grosses, mais si vous travaillez en équipe, c'est la personne, le supérieur hiérarchique qui est de votre côté et pas forcément du côté du client ou pas que du côté du client. Énoncé clair des exigences, ça c'est le cahier des charges qui était carré, qui était super carré, un planning qui va bien et des demandes qui sont réalistes. Alors vous voyez que demande réaliste du client, c'est 8% de taux de réussite des projets. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en retard. Oui, Karine. Là, je suis en train de faire la con, je suis en train de parler là devant tout le monde. Donc on est dans l'open space, au moins un. Mais demande aux gens studio singulier, on va trouver. Quelqu'un qui vient de chercher, voilà, ce sera sur la vidéo. Donc voilà, donc c'est pour ça que il y a quelques années, plusieurs personnes qui en avaient un peu marre de voir des projets échouer plus ou moins pour les mêmes raisons et réussir plus ou moins pour les mêmes raisons, ont essayé de mettre en place une méthodologie, une approche qui est différente. Alors ces personnes-là, elles sont toutes parties un peu sur des chemins différents, mais au final, elles ont créé en 2001 ce qu'on appelle le manifeste agile. Donc le manifeste agile, c'est cet ensemble de personnes qui sont réunies et qui ont institué 4 valeurs et 12 principes. Donc les valeurs du manifeste agile, c'est ce qui est le plus important, c'est les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils. Donc ça, c'est c'était vraiment en opposition avec toute cette philosophie-là de la gestion de projet qui est vachement cloisonnée, qui est vachement adossée à des outils très complexes, à des diagrammes de Gantt, à des réunions à rallonge, etc., etc. L'autre valeur importante des méthodologies agiles, c'est le but, c'est de produire. Alors, il parle d'un logiciel, mais en fait, vous verrez que ça s'adresse à beaucoup plus de choses qu'un logiciel. Mais voilà, de produire quelque chose qui fonctionne plutôt que quelque chose qui est documenté, cadré, avec des supports qui sont extrêmement précis, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment de délivrer quelque chose qui marche. Et délivrer quelque chose qui marche, voilà, qui apporte une valeur ajoutée. Quand tu dis délivrer quelque chose qui marche, tu veux dire, c'est dans le fonctionnement, c'est produire une manière de fonctionner, c'est quoi? Le mot produire. Alors, produire quelque chose qui fonctionne, si c'est un logiciel, c'est délivrer un logiciel qui fonctionne, même si son champ, par exemple, fonctionnel n'est pas le plus grand possible, même si ce n'est pas ce que tu avais attendu à la base. C'est, par exemple, si ton boulot, c'est de produire un logo, le but, avant tout, c'est qu'il y ait un logo à la fin. Voilà. Ça sera peut-être pas le meilleur logo du monde, ce sera pas celui que voulait ton client, mais le but, c'est de chier un logo. Donc, c'est un peu... voilà. Mais voilà, c'est un peu... voilà, c'est de faire que voilà, c'est de réussir c'est d'arriver à l'objectif. Le produit demandé. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas forcément que ce soit le produit demandé,
mais c'est d'arriver à avoir un produit qui fonctionne, est qui est par exemple un logo ou qui est un logiciel de gestion de projet ou n'importe quoi. Le troisième point, c'est ce qui est important, c'est la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, vous faites des devis, par exemple, vous faites signer quelque chose à vos clients, ils vous passent une commande. Et le but des méthodes agiles, c'est de pas rentrer en conflit avec le client en lui disant oui, mais toi, t'es gentil, mais t'as acheté ça. Et en fait, regarde, ligne 12 de ce que t'as signé, on a juste droit à 3 échanges. Et puis là, maintenant, c'est fini. Ce que font pas la plupart des freelances, ce que font certaines agences qui ont contractualisé les choses beaucoup plus. Mais l'idée, c'est de se dire, finalement, je vais pas être en opposition avec mon client. Je vais essayer de travailler avec lui plutôt que soit moi me retrancher derrière un devis, un bon de commande, un cahier des charges, soit exploser pas du tout exploser le cahier des charges, exploser le devis, mais faire en sorte que le client soit content au détriment du prestataire. Et la quatrième valeur, c'est l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Donc ça, c'est pareil, c'est en opposition avec les méthodes de gestion, les cycles en V, où les différentes étapes sont très très hiérarchisées. Voilà, il y a l'action 1, l'action 2, l'action 3, l'action 5, et puis à la fin, un an plus tard, on va sortir le produit. Vraiment, cette notion d'adaptation au changement, elle est fondamentale dans les méthodes agiles. C'est pour ça, souvent, qu'on parle même de méthode agile, c'est on inclut dans la méthode le fait qu'il va y avoir du chaos, du fait qu'il va y avoir de l'entropie, et le fait que, de toute façon, les choses vont pas se passer comme prévu. Comme les choses vont pas se passer comme prévu, on va arrêter de vouloir absolument tout prévoir, et au contraire, on va être plutôt content qu'il y ait un changement, et on va proposer ce changement-là, et on va même le pousser. Alors, je sais que c'est un petit peu théorique. Après, je vous montrerai des choses un peu plus concrètes. Après, il y a 12 principes là-dessus. Je vais pas tous les énoncer parce qu'on est là juste pour 1 heure, et je voudrais pas que ce soit trop théorique. Mais en tout cas, voilà, je vous donnerai les principes, les 12 principes. Un principe qui me plaît beaucoup, c'est la simplicité. Donc ces 12 principes-là, c'est une application des 4 valeurs. Et donc un des principes, c'est de mettre en avant la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la qualité de travail inutile. Donc ça fait aussi partie de la méthode agile, c'est de se concentrer sur ce qui vraiment rapporte de la valeur pour le client, et de se concentrer sur le travail qu'on fait qui rapporte vraiment cette valeur-là. Un des principes importants, c'est la satisfaction du client, en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Alors, ça veut dire quoi? Donc là, pareil, on est toujours dans le monde du logiciel, mais je vous demandais de faire un petit peu un travail d'abstraction. Livrer rapidement et régulièrement des choses, c'est-à-dire montrer au client vraiment l'état d'avancement du projet de façon la plus régulière possible, pour que de façon la plus régulière possible, il puisse donner son avis. Donner son avis, ça veut dire mettre du changement et créer du changement. Mais ce changement-là, au lieu qu'il arrive dans 6 mois ou dans 1 an ou à la fin, ou quand vous avez déjà fait pas mal de boulot, il va être inclus dans les différentes étapes, et du coup, votre client va être beaucoup plus impliqué dans votre projet. Bon, en gros, c'est ça. Après, on n'a pas le temps ici, mais de parler de ces méthodes-là, je vais directement rentrer dans le sujet. Pour revenir tout à l'heure, il y a cette slide-là aussi qui est assez intéressante sur les anciennes méthodes en V versus Agile. Sur de l'Agile, il y a 9% des projets qui échouent, contre 29%. Il y a 14% qui réussissaient avant, là on passe à 42%. Même si vous allez voir que la notion de réussite est différente des autres. Et après, en
intermédiaire, c'est-à-dire où on est un peu entre les deux, on passe de 57 à 49. Donc ça, c'est vraiment, c'est des statistiques qui sont vraiment à prendre avec des pincettes. Ça dépend vraiment des projets, ça dépend vraiment de l'équipe. Ce qui est sûr, c'est que les méthodologies agiles sont pas forcément liées au monde du logiciel ou liées à des grosses équipes. Voilà, on peut faire de l'agile même si on est une petite équipe, même si on est freelance, on peut faire ça avec des clients. On n'est pas obligé d'être une équipe de 10, même si là, les exemples que je vais vous montrer sont plutôt avec des équipes plutôt importantes. Alors, avant de rentrer dans le concret, est-ce qu'il y en a qui connaissent les méthodologies agiles de gestion de projet? Ouais, d'accord. Et ceux qui les connaissent pas, pour vous, ça vous évoque quoi exactement? Pour vous, l'agile, c'est quoi? Ça, dans votre imaginaire, ça vous rappelle quoi? Ou même pour ceux qui connaissent, ça serait quoi si vous aviez 2 mots à dire, à donner? Efficacité. Efficacité, pragmatisme. Ok. Une démarche visant efficacité et pragmatisme. D'accord. Une démarche pour arriver à ça. Flexibilité et simplicité. Il y a une grosse partie sur la collaboration aussi. Collaboration. Que ça soit entre les gens qui travaillent sur un projet et surtout avec le client. Ça, il y a quelque chose. D'accord. Collaboration avec le client. MVP. Ouais, d'accord. Ok. Donc, produit minimum viable. Oh, on est. Moi, je connais l'agile. D'accord. D'accord. Ok. Alors tu vois, j'ai répété tout sauf ce que tu viens de dire. Ça, ce sera pas sur la vidéo. Donc, je vais passer sur. Alors, juste pour finir avec l'opposition avec le cycle en V. J'aime beaucoup cette slide-là, le bas là, je sais pas si vous voyez, mais globalement, dans le cycle en V, on estime le périmètre. On fixe le périmètre, c'est-à-dire que tu as acheté un site internet qui fait ça, voilà, et qui fait ça, et derrière, vous allez faire un devis avec et donner un délai pour réaliser ça. Dans les méthodes agiles, c'est l'inverse, c'est-à-dire que en partant du temps que vous avez et du budget, vous allez finalement estimer un périmètre. Donc c'est ça qui est dur, à comprendre avec les méthodologies agiles, c'est que le périmètre, il est estimé, c'est-à-dire ce que le client va avoir à la fin n'est pas prédéterminé. Ce qui est prédéterminé, c'est combien de temps vous allez y passer et le budget que va mettre votre client là-dedans. Des fois, souvent c'est assez lié. Et par rapport à ce budget-là et ce coût-là, on va essayer d'obtenir le meilleur produit possible pour le client, en essayant de l'inclure le maximum dans le processus de création. Là, c'est vrai, la cycle en V, on est vraiment dans l'inverse. Ce qui est produit est fixé. Il ne bougera pas. Et on va essayer tant bien, avec plus ou moins de réussite, de faire entrer les coûts et les délais là-dedans. Alors que finalement, sur des projets un peu compliqués et même sur des projets plus simples, c'est rapidement impossible en fait, où il y a trop de variables pour que le coût, le délai et ce qui est produit soit toujours parfait. Alors ça, bien sûr, ça dépend une fois de plus de chacun. Si vous faites toujours la même chose, que vous délivrez toujours les mêmes produits, toujours aux mêmes clients et toujours de la même façon, avec des gens avec qui vous êtes habitué à travailler, tout ça est plus fluide. Il y a moins de chaos, il y a moins d'entropie, il y a moins d'insatisfaction client à la fin, il y a plus de projets qui réussissent, etc. C'est normal, mais même dans ce cas-là, vous verrez que il y a beaucoup de choses dans les méthodos agiles qui vont vous servir avec votre communication avec vos clients. Alors, dans la méthode Scrum, je vais vous parler un petit peu des gens qui interviennent dans cette méthode-là. Alors, c'est un peu, vous avez certainement entendu ces mots-là un peu partout.
mais dans la méthodologie agile de gestion de projet, globalement, il y a 3 rôles. Le premier, c'est celui du product owner. Product owner, c'est c'est soit votre client, soit celui qui représente votre client. Donc, ça peut être un chef de projet, par exemple, ou pourquoi pas un commercial, ou ça peut être quelqu'un qui représente une communauté, des utilisateurs, ceux qui vont utiliser le produit à la fin, on va dire. Donc, c'est le product owner, c'est le représentant de ou des utilisateurs finaux. Donc, imaginons que c'est le client. Voilà, tout simplement, c'est lui qui passe commande d'une certaine façon. Après, quand c'est dans des grands groupes et que c'est des projets en interne, il n'y a pas forcément d'utilisateur final. Ça va être l'équivalent un peu enseignement c'est un mélange entre le chef de projet, le commercial, etc. L'équipe, c'est ceux qui vont faire le boulot. C'est ceux qui vont délivrer, ceux qui vont produire le site internet. Ça va être le musicien, par exemple, pour un concert. Ça va être ceux qui vont faire le taf, vraiment. Et le Scrum Master, donc le Scrum Master, c'est d'une certaine façon quelqu'un qui parfois est dans l'équipe, des fois il ne l'est pas, mais c'est quelqu'un dont l'unique but est de faire en sorte que l'équipe de travail puisse travailler dans de bonnes conditions. C'est quelqu'un qui va faire tampon avec le monde extérieur pour que ceux qui produisent puissent produire dans les meilleures conditions qui soient. Et c'est lui finalement qui va organiser au jour le jour la méthodologie Scrum. Donc c'est lui qui va s'occuper. Vous verrez qu'il y a quelques réunions, il y en a assez peu, mais c'est lui qui va s'occuper de gérer ces réunions-là. C'est lui qui va s'occuper de tenir les différents tableaux que je vous montrerai, etc. Donc c'est lui qui est un peu le garant de la tenue de la méthode. Et donc il est ni le client, ni il fait pas partie de l'équipe de gens qui créent le produit. Et il y a des intervenants extérieurs, donc c'est-à-dire des gens qui font pas partie des 3, mais qu'on va mettre en dehors, et eux ils peuvent s'intégrer de temps en temps dans cette équipe-là. Ça, c'est vraiment une équipe, les 3. Donc le responsable de produit, le client, ceux qui font, et Scrum Master, ils forment une sorte d'équipe en soi, et puis les autres intervenants, on essaye vraiment de les tenir à l'écart, même si des fois on n'a pas vraiment le choix. Alors Product Owner, qu'est-ce qu'il va faire? Product Owner, il va exprimer des besoins. Il va dire, alors si c'est un client, il va dire, il va venir vous voir en disant que j'ai besoin d'un site internet, j'ai un salon, j'ai besoin de communiquer, c'est ça mon besoin. J'ai envie d'organiser un événement, j'organise, je sais pas moi, dans le monde de la musique, j'organise un événement et j'ai besoin d'un groupe pour jouer à telle heure, etc., etc. Il va exprimer ses besoins. Ces besoins-là, ils vont être via le Scrum Master. Alors, je vais via le Scrum Master et l'équipe qui va faire le produit. Vous allez voir qu'on va essayer de formaliser ces besoins-là d'une façon un peu particulière, qui est vraiment assez différente de celle qu'on fait quand on fait un cahier des charges. Alors comment ça se passe? Je vais vous montrer. Globalement, il y a différentes étapes clés dans la méthodologie agile. Donc là, vous avez vu que il y avait 3 types d'intervenants différents. Je vais vous montrer un petit peu. C'est juste différents slides. J'essaie de retrouver celle qui m'intéresse. Alors, je vais vous montrer ça. Le principe de base, je sais que ce graphique est un peu mauvais. Normalement, vous l'avez tous devant les yeux, plus ou moins. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, l'idée de base, en fait, par rapport à un cycle en V où on va commencer par faire un gros cahier des charges et dire tout ce qu'on va faire, c'est que on va avoir un backlog produit. Un backlog produit, c'est l'ensemble des choses
qui a à faire sur un projet. Ce backlog produit, donc ce journal de toutes les choses qui sont attendues, est créé en collaboration avec le product owner par toute l'équipe. C'est-à-dire que le product owner, le propriétaire du produit, va expliquer les différentes choses qu'il attend, les différentes fonctionnalités qu'il attend, et tout ça va être mis dans une liste. Et donc cette liste-là comprend l'ensemble des choses que veut le client. Voilà. Donc ça, le backlog produit, il est d'une certaine façon, il appartient au propriétaire du produit. Et voilà, imaginons que c'est votre client. Ben, votre client, il s'attend à un certain nombre de choses. Voilà. Et ces choses-là sont définies dès le début. Elles sont pas définies de façon très très précise. C'est pas très grave. On n'est pas là pour faire un cahier des charges de 50 pages. On est là pour, en gros, avoir une idée des fonctionnalités qui sont attendues par le client. Donc, si c'est un site internet, vous verrez que les fonctionnalités attendues, ça peut être, moi, je veux un agenda de mes événements. Moi, je veux un moteur de recherche. Je veux que quand on arrive sur le site, on arrive sur une home page avec une image de fond qui fait ça ou qui fait autre chose, etc. C'est des demandes qui sont pas forcément très spécifiques, mais c'est pas très grave à ce moment-là. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir plus ou moins une idée de ce que veut le client au début. Une fois que ce backlog est fait, on va faire une première réunion qui s'appelle une réunion de lancement de sprint. Alors, qu'est-ce que c'est un sprint? Un sprint, c'est ce que je disais avant, c'est une période de temps qui va en général d'une semaine à un mois où on va travailler. Voilà, on va travailler pendant, imaginons que moi j'ai fait énormément de projets où les sprints duraient 2 semaines. Eh bien, pendant 2 semaines, on va se mettre en équipe et on va bosser pendant 2 semaines sur des choses qu'on a prédéfinies avant, justement pendant cette réunion-là de lancement de sprint. Donc, pendant le lancement de sprint, avec l'équipe produit, le Scrum Master et le Product Owner, on va définir qu'est-ce qu'on inclut dans le sprint. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant par exemple, les 2 prochaines semaines. Donc, on va prendre des demandes clients qui sont dans le backlog. On va les faire passer dans ce qu'on appelle le backlog du sprint, donc la pile des choses à faire pour les 2 prochaines semaines. On va faire ça en équipe. C'est vraiment une réunion qui peut durer 2-3 heures, par exemple. Et on va décider de ce qu'on met dedans et on va prioriser ce qu'il y a dans ce backlog de sprint. Donc, c'est-à-dire par quoi on commence. Et donc, une fois qu'on a déterminé ce qu'on allait faire sur les 2 prochaines semaines, on va se mettre au boulot. Et donc là, c'est fini. On a décidé de ce qu'on mettait dans les 2 semaines-là, on ne revient plus dessus. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont dans le sprint de 2 semaines, même si un client a une autre demande, même s'il y a un changement, on refuse ce changement-là. On est ferme. Et je sais que c'est un peu difficile parfois, mais les 2 prochaines semaines sont fixes. Vous verrez que si on veut rajouter d'autres choses après, on peut le faire, mais ça sera à la fin du sprint et pour le sprint d'avant. Et donc, pendant... Tu lui dis à ton client. Ça, il est au courant. Ouais, bien sûr, il est au courant. Donc, pendant 2 semaines, toute l'équipe se met au boulot. On essaye de livrer les fonctionnalités qui ont été demandées par le client. Et on va organiser une autre réunion quotidienne qui s'appelle une mêlée ou un daily meeting. Donc ça, c'est un autre moment clé de la méthode Scrum. C'est tous les jours, 15 minutes maximum. Toute l'équipe de production et le Scrum Master se réunissent pour répondre globalement à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et est-ce que je suis bloqué? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Voilà, globalement. Et le but, c'est que cette réunion-là, elle soit faite tous les jours. Perso, si possible, je préfère qu'elle soit à heure fixe, pas que ça pose de problème. Et cette réunion-là qui peut durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, si vous êtes 2, ça peut vraiment durer 2 minutes, mais elle est censée finalement remplacer des heures et des heures de réunion parce qu'elle a lieu tous les jours et
on est vraiment sur qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai fait la veille. Et donc ça, ces daily meetings ou ces mêlées sont vraiment importantes parce qu'elles permettent d'échanger de façon informelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment debout et on échange sur ce qu'on a fait aujourd'hui et la veille. Basta, est-ce qu'on va faire aujourd'hui et fin de l'histoire. Donc ça, c'est la deuxième réunion de la méthode Scrum. On essaie vraiment de limiter les réunions. Donc la première, c'est le lancement de sprint. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans les 2 prochaines semaines. Et la deuxième, c'est les mêlées quotidiennes avec l'équipe. En fin de sprint, on organise 2 autres réunions. Donc à la fin des 2 semaines, on fait 2 autres réunions. La première, c'est ce qu'on appelle la rétrospective. Donc on va faire une sorte de démo. On va montrer au client ce qui a été produit. C'est-à-dire que le but, c'est de produire quelque chose qui est montrable immédiatement. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 semaines et qu'est-ce qu'on peut montrer au client. Le but, c'est qu'au bout de ces 2 semaines-là, le client puisse se dire, OK, vous avez fait ça, je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça me va pas, très bien. Ah oui, non, mais là, il y a un problème, je pense que ça marche pas. On va demander son avis au client sur ce qui a été fait sur ces 2 semaines-là. Donc là, tu es sur une maquette ou tu es déjà rentré dans la production? L'idée, c'est que dans le backlog produit, on a uniquement des choses qui sont peut-être des choses intermédiaires, mais montrables au client. Quand je parle de montrables au client, c'est-à-dire que ça peut être un morceau de fonctionnalité, un morceau de site internet, un début d'étude sur un logo, ça peut être un morceau de musique. Si le but derrière, c'est de faire un concert, je sais pas. Voilà, c'est de se dire que présenter le travail. C'est présenter le travail accompli et le but, et c'est vraiment pas de présenter quelque chose de fini. Ce que vous a demandé votre client au début dans son backlog, c'était pas forcément un produit fini, c'était des morceaux de produits finis. Voilà. Et vous verrez que c'est un petit peu abstrait, mais je vous donnerai des exemples très concrets. Donc ça se passe au bout de 2 semaines. Donc on fait une démo. Donc en général, tout le monde se réunit, que ce soit les développeurs, le client, le Scrum Master, et on va montrer ce qui a été fait et on va aussi parler de ce qui n'a pas été fait. Ça peut arriver que des choses soient pas finies à la fin. Absolument pas grave. Vous verrez qu'en général, c'est très très courant, voire même exceptionnel que tout ce qu'on a mis dans le sprint soit fait. Et c'est pas grave parce qu'on a pu passer plus de temps sur autre chose et au final c'est pas arrivé. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que on va demander son avis au client au bout de 2 semaines. Voilà, ou au bout d'une semaine si on est sur des sprints d'une semaine, et dans tous les cas au bout d'un mois maximum. Voilà. Oui. Ton devis, là, il est signé ou pas encore? Ton devis, il est signé. Il a été signé. Ton devis, il a été signé. Et ouais, sauf que ton devis, il est derrière, t'as pas un cahier des charges de 50 pages et ton client, il sait pas exactement ce qu'il a acheté, mais à un moment, tu vas faire et non, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et donc, au bout d'un moment, tu vas faire une réunion avec ton client pour remplir le backlog produit et avoir ses besoins. D'accord, moi j'ai besoin d'un site internet, en gros, qui fasse ci, qui fasse ça, qui ait telle grosse fonctionnalité. Voilà. Et même s'il fait des demandes qui sont complètement folles, ben c'est pas grave. Le but c'est de les noter, de les mettre dans le backlog. Et après, dans le sprint, dans ce qu'on va embarquer dans les 2 prochaines semaines, ben là c'est ton client qui va prioriser ce qu'il va vouloir, que tu produises dans ces 2 prochaines semaines-là. Il se rend bien compte que s'il veut quelque chose qui est irréalisable, ben dans les 2 prochaines semaines, ça rentrera pas dedans. Et s'il veut quelque chose qui prend 2 semaines, ben dans ce cas-là, il y a d'autres choses qui pourront pas être embarquées. Mais c'est toujours le client qui a le choix. C'est ça qui est important. C'est ça que tu mets en avant. Ouais, c'est exactement ça. Alors je vais vous montrer des choses un peu plus concrètes. Ça, c'est un exemple de backlog client. Donc là, il met ce qu'on appelle des stories. Donc des stories, c'est des scénarios. Ben voilà, moi en tant que utilisateur non connecté, je voudrais créer un compte sur le site internet, hein, entre guillemets. En tant
en tant qu'utilisateur non connecté, je voudrais pouvoir me connecter. Voilà. Donc ça, c'est les différents besoins du client. Alors, je sais que c'est le monde du logiciel, c'est un petit peu bizarre, mais imaginez que c'est censé ça être plus ou moins censé remplacer un peu un cahier des charges de 50 pages. Et votre client va mettre ses besoins. Il va mettre ses priorités. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ça, c'est un peu moins important. Donc ça, c'est toujours le client qui décide des priorités, c'est pas vous. Vous, ce que vous décidez, c'est de la complexité de la chose, donc de l'estimation. L'estimation, c'est quelque chose qui est assez intrinsèque à aux méthodes agiles et à Scrum en particulier. C'est globalement à la louche, mais vraiment à la louche. Quelle est la difficulté de telle ou telle chose que m'a demandé le client? De 1 à 100, quelle est la difficulté? Est-ce qu'on est plutôt à 40 ou est-ce qu'on est plutôt à 3? Et c'est l'équipe de développement. Quand je dis vous, c'est l'équipe qui produit, qui décide de cette complexité-là, et personne d'autre. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que c'est le client, c'est le product owner qui décide de la priorité des choses qu'il a, de ses besoins. Donc lui, il crée cette liste-là, il fixe les priorités, et vous seul, vous fixez la complexité des choses. Cette complexité-là, elle est utile parce que c'est en se basant sur cette complexité-là que vous allez savoir combien de choses vous pouvez embarquer sur les 2 prochaines semaines, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que Pierre, toi, tu vois vraiment ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment fondamental de la méthodologie. C'est toujours le client qui décide ce qu'il veut. Il peut changer d'avis, il peut rajouter des choses dans ses besoins, mais ce qui rajoute et ce qui fait, c'est quand même cadré. Même s'il y a des choses qui sont à la louche, même s'il y a des choses qui sont parfois, ça peut donner l'impression que c'est fait à l'arrache, en fait, ça l'est pas du tout. Et on donne l'occasion aux clients, justement, après 2 semaines, une fois que le premier sprint est passé, donc il y a eu 2 semaines de boulot qui ont été faits, on recommence, on réitère. Donc ça, c'est sur le graphique d'avant, c'est on refait une boucle et on redit, ok, il y a tel ou tel point qui ont été faits, ils sont en done. Il y en a d'autres qu'on remet dans le backlog parce qu'ils n'ont pas été faits pour plein de raisons différentes. Maintenant, qu'est-ce qu'on réinclut? Qu'est-ce qu'on remet sur quoi on bosse dans les 2 prochaines semaines? Est-ce que on va complètement changer? On va se focus sur un autre point que le client n'avait pas vu parce que là, au bout des 2 semaines, on a fait une rétrospective, on a fait une démo, le client lui a montré quelque chose et finalement, il a réagi par rapport à ça. Et s'il dit ah oui, mais moi ça me va pas. En fait, ce que je veux, c'est plutôt ça. Ok, pas de souci. On refait une story. Donc on refait un scénario d'usage. Finalement, ce que tu veux, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Ce que ça coûte en complexité, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on inclut sur les 2 prochaines semaines, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est la base. C'est vraiment la base. C'est de se dire que le client, toutes les 2 semaines, il peut changer d'avis. Toutes les 2 semaines, il voit ce qu'on a produit. Et toutes les 2 semaines, on décide ce qu'on met dans les 2 prochaines semaines. C'est lui qui décide ce qu'on met. C'est lui qui décide ce qui est important. Et nous, on décide par contre la complexité. La complexité, elle permet de dire la quantité de choses qu'on va embarquer dans les 2 prochaines semaines. La quantité de points qu'on embarque. Là, par exemple, imaginons qu'on fasse des sprints de 2 semaines et qu'on a une capacité de 10 points par semaine. On a une capacité de 10 points par semaine parce que vous verrez que l'équipe de production, elle est capable de produire 10 points. 10 points, ça veut dire quoi? On n'en sait rien, mais c'est pas grave, c'est juste une estimation. Le but, c'est pas de dire moi je suis capable de bosser 3 jours, 2 jours, 1 jour où j'ai tant de temps à proposer à fournir pour tel ou tel client. Non, moi je suis capable d'embarquer 10 points sur un sprint de 2 semaines parce que je me suis rendu compte que d'après mes propres estimations, j'arrivais à la fin des 2 semaines à livrer 10 points. Voilà. Alors ça se trouve j'en ai embarqué 30 à chaque fois et puis au bout d'un an, au bout de je sais pas combien de sprints avec différents clients peut-être, mais toujours la même équipe,
ben, j'arrive à produire toujours le même nombre de points. Donc moi, ma vélocité, elle est de 10 points par sprint. Et donc, quand on décide de ce qu'on embarque, on prend en compte ça aussi. Le client, il sait que globalement, à la fin du sprint, il y aura 10 points qui vont être réalisés. Dans ces 10 points-là, ben, il va inclure différentes stories qui auront une estimation différente, mais c'est toujours lui qui décide et c'est lui qui décide des priorités et de l'ordre. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport à une méthode en V où vous allez fixer dès le début ce qui va être produit dans 6 mois, 1 an, dans 3 mois et vous allez travailler d'arrache-pied et au final, vous avez livré quelque chose au client qui ne correspond pas exactement à ce qu'il veut. Et donc, du coup, vous allez revenir en arrière et à partir du moment où vous revenez en arrière, vous mangez déjà sur votre marge de temps. Si vous avez, des fois, vous n'avez pas de marge parce que vous avez en face un client ou quelqu'un dans une grosse boîte qui a tellement négocié les tarifs, ils ont tellement négocié les tarifs que votre marge, en fait, très vite, elle disparaît. Ou au contraire, vous allez surestimer votre marge en vous disant que de toute façon, vous allez avoir des allers-retours ou ce client-là, à la louche, je le sens pas très bien, donc je vais lui faire un petit 10-15% en plus et voilà. Ou au contraire, vous commencez votre activité, vous avez tellement peur qu'il signe pas que vous dites tout de suite, vous allez lui faire un discount de 30%. Et là, tant dire que votre marge de négociation, votre marge de gestion de projet, elle est super faible. Là, finalement, c'est plus le cas. C'est plus le cas parce que, comme je disais au début, comme je disais sur ce slide-là, hop, ce qui est fixé, c'est le coût et le délai. Donc, et ce que permet de faire un sprint, c'est de fixer un coût et un délai et de derrière d'arriver à produire un périmètre qui, lui, est une estimation, mais qui est choisi par le client. Voilà. Alors que sur un cycle en V, vous allez vraiment, c'est le contraire, vous allez vendre quelque chose qui est rigide et après vous allez essayer de faire rentrer les coûts et les délais là-dedans. Et ça, on voit qu'au final, ça marche pas très bien. Alors, je vais vous donner des exemples de boîtes. J'ai plein d'exemples à vous donner. Je vais vous donner des exemples de boîtes. Alors, un des principes de la méthodologie agile, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire qu'il y a des sociétés qui ont leur board, leur outil qui leur permet de visualiser là où ils en sont, qui est public. Et donc là, par exemple, c'est la roadmap d'un logiciel qui s'appelle Drag, qui est un outil qui est un petit plugin sur Gmail qui permet de classer ses emails en gros, d'une certaine façon. Et donc là, vous voyez qu'il y a différentes colonnes. Et dans ces différentes colonnes-là, eh bien, là, il y a les idées et même les bugs, parce que finalement, dans le backlog produit, c'est pas forcément des fonctionnalités ou des choses que veut le client. Des fois, c'est des retours qu'il fait parce qu'il veut quelque chose de nouveau, il veut quelque chose de différent, ou pourquoi pas, il y a quelque chose qui marche pas et donc il veut que ce soit corrigé. Donc ça, pareil, ça rentre dans le backlog. Donc là, vous voyez, il y a des fonctionnalités qui sont demandées. Alors là-dedans, c'est les utilisateurs de Drag, mais ça pourrait très bien être un client à vous, ou quelque chose que vous êtes fixé vous-même. Donc là, il y a différentes choses. C'est des idées. Quand elles sont validées, ces idées-là, elles passent dans le backlog. Donc, backlog, c'est tout ce qui va être fait un jour ou l'autre. On ne sait pas trop. Mais globalement, en haut, il y a les choses les plus prioritaires. Et en bas, dans le backlog, ça te dit quelque chose, ça te parle de backlog. On a les choses qui sont le moins prioritaires. Donc, en général, on commence par prendre les choses qui sont là. Sur l'autre colonne, il y a les tâches qui sont en cours de réalisation, et à droite, il y a les tâches qui sont réalisées. Donc, voilà, en gros, à quoi ressemble visuellement, c'est un peu, vous avez l'autre truc, à quoi ressemble visuellement un board Scrum. Donc, ces boards Scrum, moi, je vous conseille. Alors, ça, c'est sur Trello, c'est un super outil. C'est vraiment un super outil. Trello, c'est pour faire, pour pas cher, c'est gratuit, pour pouvoir créer des stories. Pour pouvoir les classer, etc. C'est gratuit. Ça, c'est plus comment? T-R-E-2-L-O. Voilà. Ah oui, j'ai plus de batterie.
Il reste 14%, ça va. La meilleure chose quand même que je vous conseille, c'est un bon mur blanc avec des post-it. Vous avez là, si vous allez si vous montez dans les étages, vous allez trouver une boîte sur deux qui a un mur blanc avec des post-it comme ça. Sans déconner, hein, et rentrer dans les bureaux, enfin, ils sont peut-être pas très contents, mais vous verrez. Et donc ça permet visuellement avec ces petits post-it là de voir qu'est-ce que ça donne. J'ai pas compris. Oui, là en fait la story c'est le backlog en fait. Là en fait ça serait l'équivalent du backlog, donc c'est-à-dire c'est des choses qui sont validées. Là c'est des idées parce qu'en fait il y a c'est la roadmap publique d'un logiciel sur internet. Donc forcément les utilisateurs vont pas directement entrer des stories dans le backlog produit. Il y a quand même l'équipe et puis les différents utilisateurs qui ont le droit de proposer des idées en fait. Donc ça c'est... Alors, attends, c'est pas ça? Ah oui, ouais. Ouais. Ouais, non, mais oubliez le to-do en fait. Le to-do, c'est le backlog quoi. C'est le backlog, c'est des choses que, ouais, non, c'est pas très significatif. Je vais vous montrer par exemple. Moi, dans mon taf, j'ai fait à peu près 80 sprints et j'ai été product owner sur 80 sprints. Ça, c'est un exemple de board pour un sprint. Donc là, on a notre liste de choses à faire. Dedans, il y a des bugs. Dedans, il y a des projets clients. Il y a même parfois des projets sur différents clients. Il y a les différentes personnes qui s'occupent de ces cartes, de ces stories-là, qui bossent là-dessus. Il y a ce qu'on est en train de faire. Il y a ce qu'on est, par exemple, en train de valider, parce que des fois, il y a aussi des étapes de validation, et il y a ce qui a été produit. Il y a ce qui a été fait. Bien sûr, à la fin du sprint, des fois, il reste des choses qui sont là, où il y a des choses, finalement, qui ont été retoquées par le client ou autre chose, qui vont revenir là, mais c'est pas grave. On va recommencer un nouveau sprint à la fin, et on va remettre des tâches dedans. Alors, je suis un peu speed à la fin, vous m'excuserez parce que je passais beaucoup plus de temps que ce que je voulais sur le théorique. Et donc là, voilà, là pareil, c'est un exemple de backlog qui a été fait avec Trello. À la fin du sprint, donc on fait une démo, on montre ce qu'on a fait, on montre ce qu'on a produit au client. Ce sont des micro-tâches, ce ne sont pas des choses, ce sont souvent des... le but, c'est de vraiment découper une tâche importante en son plus petit noyau, la plus petite chose montrable, démontrable et testable. C'est-à-dire comment un gros projet, et ça c'est tout l'art du product owner, c'est de découper un gros projet en besoins, en fonctionnalités et en choses simples, et comment découper ça de la façon la plus petite pour que à la fin on puisse montrer quelque chose au client quelque chose qui marche, ou en tout cas quelque chose sur lequel il puisse donner son avis. C'est extrêmement important qu'il puisse donner son avis sur ce qui a été montré. C'est aussi une notion pour vrai dans le projet, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose de fini et dire en avance. Exactement. Ouais. Alors il y a par dire bon, ça faut passer dans la raquette. La moindre chose qui a été faite. Exactement. Ouais, exactement. Il y a un côté psychologique assez positif dans la méthodologie agile, c'est que votre client et les différents intervenants voient petit à petit les choses avancer. Alors même si
c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais le fait de voir toutes les 2 semaines, voire tous les jours, différentes fonctionnalités être livrées, c'est vraiment, ça rassure le client, ça motive les équipes. Même si au final, il y a des choses qui sont pas livrées à la fin, c'est pas grave. Même si au final, quand on fait une démo au client, au bout de 2 semaines, ça marche pas, c'est pas grave. L'important, c'est que tout le monde voit que ça avance et tout le monde peut participer. Le client peut donner son avis au bout de 2 semaines et refixer complètement les priorités pour les 2 semaines suivantes. Et ça, c'est vraiment le cœur de la méthodologie. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais continuer. Oui. Oui. J'en ai pas beaucoup parlé du rôle du Scrum Master. Déjà le premier point, parce que souvent ça concerne des équipes assez grandes. Là, il y a beaucoup de freelance et d'indépendants ici. Mais l'idée en fait, c'est que globalement, une équipe agile, on va dire que c'est entre 4 et 8 personnes. Dans ces 4 et 8 personnes-là, il y a souvent un Scrum Master, on va dire 2 ou 3 développeurs, en tout cas gens qui produisent, producteurs, gens qui font partie de la team, et un Product Owner. Et lui, le rôle du Scrum Master, ça va être de faciliter la vie d'équipe de production, de ceux qui font le boulot. Ça va être aussi, son but, ça va être de transformer les stories qu'on a vues en tâches pour l'équipe. C'est-à-dire que le client, par exemple, il veut que quand on arrive sur la page d'inscription, on puisse se connecter avec le bouton Facebook. Voilà. Je sais pas comment ça marche derrière, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut, il veut ça. Ou il veut que quand on arrive sur la landing page, il y a un moteur de recherche qui soit en haut à droite. Lui, il sait pas comment ça marche, c'est ce qu'il veut. Voilà, et le reste, il s'en fout. Le Scrum Master, ça va être celui qui va prendre ce besoin client-là et le transformer en tâches techniques compréhensibles par exemple, le développeur. Donc, c'est celui qui va faire le lien aussi entre une liste de besoins très haut niveau et une liste de tâches à faire par l'équipe. Parce que le client, le product owner, lui, il va pas, c'est pas lui qui va dire, OK, là, j'ai besoin que le morceau il dure 3 minutes 20, ou là, j'ai besoin d'avoir un format carré de telle taille, parce que pour les réseaux sociaux, le logo, il doit être comme ci ou comme ça. Lui, ce qu'il veut, c'est une identité graphique, le chose. Ouais. Je vois que c'est pas très régulièrement. Une semaine, il y a des clients qui font en semaine. Du coup, on peut livrer ça en Exactement. Voilà. C'est au Suisse. On n'a pas parlé au niveau du timing, etc. De différentes estimations. Il y a d'autres choses il y a d'autres process, des poker planning, etc. Là, j'ai pas le temps j'ai pas forcément le temps de vous en parler. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, et si vous voulez un petit peu plus loin sur la méthode, je vous enverrai les différents éléments. Il n'y a pas besoin d'outils. Il y a besoin honnêtement d'un mur avec des post-it, ou si vous n'avez pas vraiment de mur, d'un board Trello. Et très concrètement, vous allez pouvoir dès demain commencer à gérer vos différentes tâches, à les mettre dans des backlogs. C'est donc l'ensemble de choses que vous avez à faire. Et dès que vous avez une idée, vous pouvez le mettre dans un backlog. Moi, je me gère aussi comme ça, parce que j'ai des trucs qui me tombent dessus, etc. J'ai pas forcément le temps de tout faire, mais je les note dans mon backlog. Ça peut être des choses qui peuvent être très différentes. C'est pas forcément du monoprojet ou monoclient, ça peut être du pluriprojet, pluriclient. Et donc vous avez plein de choses à faire pour plein de gens différents. Vous allez rentrer ça dans votre backlog, mais pendant
un temps fixé, vous allez décider à un moment T de ce que vous allez faire sur, par exemple, la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous allez faire ça. Et là-dedans, bien sûr qu'il va y avoir des choses qui n'ont pas été prévues, mais au moins vous aurez eu l'occasion de prioriser ce que vous allez faire sur cette semaine-là. Les imprévus vont pas tout chambouler. Dedans, vous allez réussir à produire des choses parce que dans votre backlog, vous aurez mis des choses qui sont assez courtes à produire. Donc, en général, moi, j'essaye de faire des stories qui durent moins d'une journée. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, ma carte, c'est quelque chose qui va durer moins d'une journée. J'essaye de le faire. Des fois, c'est pas possible. Quand c'est pas possible, je le divise en sous-processus, mais j'essaie de jamais faire quelque chose qui me prend plus d'une journée ou plus d'une demi-journée ou plus de 2 heures. Ça dépend vraiment de votre façon de travailler. Et si vous êtes multitâche et si vous devez faire beaucoup de choses différentes, quelqu'un qui est très multitâche, une tâche, ça peut être 1 heure maximum parce que voilà, d'autres qui sont plus monotâches, ça peut être une journée. Voilà, ça dépend vraiment de son boulot. Le Scrum Guide, c'est ce que je vous ai montré, c'est vraiment, je l'ai imprimé d'ailleurs pour tout le monde, c'est des règles du jeu, donc ça en quelques pages, je crois qu'il n'y en a pas 50 000, il y en a 19, ça vous montre, ça vous explique la méthodologie de A à Z, donc lisez-le, c'est vraiment intéressant. Là c'est la version de 2013, mais ça vous pouvez le télécharger gratuitement. Et puis voilà. Après, il n'y a plus qu'à. Mais j'espère que pendant cette heure-là, vous avez vraiment compris qu'il y a d'autres façons de faire que celles qui font qu'à la fin du projet, votre client va pas être content. Vous aurez perdu du temps pour finalement que le client soit pas content. Vous aurez dépassé le budget. Votre client va se sentir trahi parce qu'au final, il a dépensé 5 000 € pour un site. C'est pas vraiment ce qu'il voulait. Et donc là, il a le choix entre soit vous payez de l'argent pour avoir finalement ce qu'il voulait, soit vous asseoir prendre sur vous et travailler gratuitement pour un client qui au final sera pas content parce que vous aurez dépassé les délais. Faut pas se tromper. S'il n'a pas eu tout de suite ce qu'il voulait, même si là au final il sera quand même pas content, c'est pas sûr qu'il rebosse avec vous. Donc il y a d'autres façons de faire et ça c'est le principe des méthodologies agiles qui ont vraiment été pensés par des gens qui ont vu plein de projets échouer et toujours de la même façon. Moi, ça fait depuis 2009 et ma première startup que je bosse avec ça. Et ça m'a vraiment permis de gérer le chaos et de gérer l'imprévu et au final de pouvoir délivrer et produire des choses toutes les 2 semaines. Et des fois, on se rend pas compte à quel point on est en mode relais. Là, je prends par exemple l'association Le Pool, donc l'association qui fait qu'on est l'association de freelance. On se dit, ok, pour une association, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des statuts. Pour avoir des statuts, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça. Il faut un président. Pour avoir un président, il faut qu'on soit une réunion pour faire ça, etc., etc. Et il y a plein de projets, on s'en rend pas compte, où on fait de la course de relais, mais parfois où on se demande au final où est la ligne d'arrivée, quoi. En fait, la ligne d'arrivée, il y en a jamais, quoi. Il y en a jamais de ligne d'arrivée. Et vraiment, il y a beaucoup de startups commencent comme ça, commencent en faisant de l'agile. C'est dans ce milieu-là, c'est même pas une question qu'on se pose. Moi, j'ai eu des discussions avec d'autres start-upers, d'autres entrepreneurs où on se demandait pas, tiens, tu fais quoi? Toi, tu fais de l'agile? Ah ouais, tu fais du Scrum? C'est ah ouais, alors vous faites des sprints de combien? Ah d'accord. Et vous embarquez combien de points par sprint? Et alors votre vélocité par développeur, c'est-à-dire combien de points un membre de l'équipe est capable de faire par sprint? Elle est de combien? Ah, elle est de 2. Ah ben nous, elle est de 1,9. Ah, c'est pas mal, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose maintenant qui est vraiment rentré dans les mœurs pour les petits projets. Avec peu de moyens, vous pouvez pas vous permettre de passer énormément de temps à faire quelque chose qui sert à rien du tout. Et donc voilà, donc si vous voulez qu'on en discute, ça sera avec plaisir. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas. C'est la dernière occasion.
Non, diagramme de Gantt, en fait, les gens qu'on a commencé à faire de la méthode agile, je pense qu'ils sont allés acheter une pelle. Ils sont allés dans le jardin, ils ont fait un trou comme ça, de 10 mètres de profondeur. Ils ont pris le diagramme de Gantt et ils l'ont mis dedans. Et voilà, c'est justement, parce que tous les produits qui foirent, ils ont des super diagrammes de Gantt au début, quoi. Il n'y a pas de souci. Ils sont beaux, etc. C'est un peu le même principe, tu vois, les mecs ont un super business plan au début, tu as tout prévu, et en fait, tu sais que de toute façon, ça va pas se passer comme ça, quoi. Alors, pas forcément, parce que dans certains projets, les gens achètent c'est ce que je disais au début, ce qui est fixé, c'est le coût et le délai. Et c'est ce qui est produit qui va varier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, comme parce que ce qui va être produit, ce qui va varier, ce que ton client va avoir au final, il n'en sait rien vraiment. Tu vois ce que je veux dire? À moins que tu aies un cahier des charges, 300 pages, où de toute façon, tout est prévu, tu l'as prévu, merci, au revoir, on le fera pas. Ou on le fera, mais ça coûtera tant et ça sera dans tel ou tel cadre. Dans des petites équipes, tu peux pas te permettre les choses sont pas fixées, tu sais pas ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, ce qui va plaire au client, ce qui va pas plaire. Enfin, si, tu le sais parfois, mais c'est tellement de l'intuition que puis même comme ça, tu peux te planter. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est de se dire que ton client, il achète un certain nombre, il achète pour ton temps, pour telle somme, et dedans, tu vas essayer de produire quelque chose qui soit au plus près de ses besoins. Voilà. Et au plus près de ses besoins, parce que c'est lui qui aura priorisé et choisi ce qu'étaient vraiment ses besoins et ses attentes. Et toi, tu auras été transparent vis-à-vis de lui, tu lui auras donné un maximum d'occasions de pouvoir donner son avis pendant le truc et de changer son avis. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Et t'es pas forcément en dépassement de délai. C'est pas, au contraire, enfin, le délai, il est fixe et l'argent qu'il a dépensé, il est fixe. Après, il aura choisi. À chaque fois, il aura choisi. C'est-à-dire que si ton client, il veut quelque chose au bout de 2 semaines qui va te faire exploser ton délai, ben, ok. Dans le backlog, tu veux ça. Nous, on peut embarquer tant de points. Ok. Qu'est-ce qu'on enlève? Si ça repasse en telle priorité et finalement, ce que tu veux, c'est un truc qui n'était pas dedans et qui a une estimation de 7 points, alors qu'on peut en embarquer 10, il n'y a pas de souci, on les embarque. Par contre, ben, on n'embarque pas d'autres. Il nous reste 3 points. Tu choisis. C'est toi qui choisis. Tu vois, tu vois la différence? C'est sûr, hein. Parce que, non, mais ça me paraît très bien. Hein. Si tu vois commercialement, en fait, tu vois, tu vois, dans ce cadre-là, tu vois, c'est bien parce que c'est toi qui a un petit peu la main Ouais. sur le Ouais. Normalement, ça évite d'augmenter le budget Ouais, par exemple, ouais, tu peux te rendre compte que finalement, toi, ton estimation de temps, le nombre de points que tu peux lui donner, effectivement, c'est difficile de transformer ça en temps et donc en ce que ça peut coûter. Mais l'idée de base, en fait, c'est de gagner du temps au début sur la gestion de projet et de se dire que on cadre les trucs. On va pas super bien les cadrer, c'est pas grave. Et globalement, c'est un peu la loi de Pareto aussi, c'est que 80% des fonctionnalités que va demander, enfin, la loi des 80-20, quoi, si tu veux, tu vas essayer de produire les 80% des fonctionnalités qui sont les plus utilisées. Et si derrière, faut se dire, c'est que ton client, il a d'autres priorités que toi, et c'est pas les mêmes, et tu vas essayer d'inclure ça dans la chose. Je sais que ça t'empêche pas de faire un site à 3 000 € ou à 4 000 € ou à 5 000 €. Enfin, tu vois, tu fais le prix que tu veux, tu spécifies plus ou moins, tu sais, de cadrer un petit peu les choses dans le devis, et après, tu fais ton backlog et tu montres à ton client les différentes étapes et tu laisses intervenir dedans. Et finalement, ça peut te permettre de gérer les retours de ton client. Mais voilà. Je sais que c'est pas concrètement, c'est pas forcément très évident à mettre en place au début. J'ai une question par rapport à des. Par exemple, pour un site internet, comment tu présentes ça au client? C'est-à-dire, si tu as donné ses souhaits, grosso modo, où il a plus ou moins un charge, et après, transformer ça en un délit, il n'y a pas
sont un peu. Ouais. C'est Alors- un peu. Enfin, Alors, imaginons que tu fais un site internet. Tu vends le site internet 10 000 euros. Dans ton site internet, ce site internet, par exemple, t'es vendeur de chaussures et tu dois livrer un site e-commerce de chaussures. Dedans, tu fais ton devis, avec les grosses fonctionnalités qui toi te semblent importantes. Tu passes pas 3 heures là-dessus et en avant-vente, tu auras expliqué à ton client que toi, tu reposes sur des méthodes agiles. Alors, je sais que c'est pas évident. Les méthodes agiles, ça veut dire que ce qu'il achète, c'est bien sûr un site internet et que toi, avec lui, tu vas essayer de livrer le maximum, le meilleur site internet pour son budget de 5 000 euros. Dedans, tu penses que, tu ne plantes pas complètement, mais tu penses que à peu près ce que tu as mis dans le devis, sans rentrer dans le détail, ça va rentrer. Et quand tu vas commencer à spécifier, à remplir ton backlog avec ton client sur le détail des choses, etc., c'est là où tu vas te rendre compte de la vraie complexité du projet et ou de la vraie chiantitude de ton client s'il te fait, ou d'autres facteurs extérieurs qui peuvent venir perturber. Et donc, c'est là où, finalement, pour ce délai-là et ce temps-là que tu as vendu, c'est quand même ton client qui va décider de ce qu'il y aura au final. Et de ce qui ira. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut lui expliquer en contenu des éléments qui sont. c'est ça. C'est-à-dire que toi, ce que tu vends, c'est, par exemple, 3 sprints de 2 semaines, que d'après les différentiels que tu as fait, ça te semble correct pour réaliser le site Internet. Le site internet e-commerce avec telle chose importante dedans. Tu vas pas dire je vais mettre une site e-commerce 5 000 euros, merci, au revoir. Mais voilà, tu vas spécifier les grosses étapes et puis ton client, lui, va pouvoir voir au fur et à mesure l'avancement du projet et donner son avis, etc. Et au final, si une fois que tu es arrivé au bout de ces 3 trucs-là, dis-toi bien qu'à chaque fois, à chaque fin de sprint, tu as produit quelque chose d'utilisable et de montrable au client. Donc, tu es vraiment dans la recherche de l'efficacité, de quelque chose qui apporte une valeur ajoutée, même si c'est une micro-valeur ajoutée, même si c'est un bouton en haut à droite, ton bouton en haut à droite, il y est à la fin. Et le but, c'est vraiment d'arriver à ça, plutôt que de passer 3 semaines à se dire est-ce qu'il nous faut un bouton ou pas, etc., etc. Donc, le but, c'est de produire ton bouton vachement vite, de le mettre là, et que ton client il peut te dire non, en fait, je le veux pas là, je le veux là, et qu'au prochain sprint, il se retrouve là où il le voulait, quoi. Et s'il veut revenir 50 fois sur le bouton, il reviendra 50 fois sur le bouton. Mais en attendant, ce choix-là aura une conséquence sur d'autres choses qui ne seront pas faites. Toi, ce qui est fixe, c'est le nombre de sprints que tu as vendus. Tu vois et croyez-moi que ça fait des clients qui sont beaucoup plus contents. Ça fait moins de dépassements de projet. Ils ont l'impression qu'ils ont leur mot à dire. Au final, ils auront un site internet qui leur ressemble plus. Et vous ne serez pas en dépassement de délai, quoi. Et il y a vraiment que il y a peu d'inconvénients à faire de l'agile. Ça peut vraiment sur des gros projets où je sais pas, il y a une centaine d'intervenants. Là, ça peut vraiment être compliqué. Et même comme ça, il y a des boîtes qui font de l'agile à 100, 200, 300 ou 500 personnes, quoi. Il n'y a pas vraiment de limitation. Ok, voilà, j'ai un peu dépassé d'un quart d'heure, désolé. C'était une première, j'espère que ça vous a plu. Merci.